Limo Mongori, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les téléspectateurs, je suis très heureux. Ça fait deux semaines que je n'ai pas été de ce côté. Très heureux de vous avoir ce matin, c'est que vous étiez très occupé. J'étais occupé, oui, très occupé. Et justement, parlant de votre occupation, je veux commencer par présenter les livres que vous avez écrits pendant le temps que vous n'avez pas été avec nous. C'est difficile quand même de voir deux livres en même temps. L'économie camerounaise, tome 1, brève histoire d'une économie résiliente, 1945-2020. Et bien sûr, ça c'est le tome 1. Commençons par là. Voilà, c'est ça. Et ça parle de quoi concrètement? Oh, ben écoutez, ça fait un tour d'horizon sur tout ce qui s'est passé depuis 1945 jusqu'en 2020. Mais surtout, ça s'appesantit beaucoup sur la période 1975-1985, qui est une période charnière où l'économie du Cameroun a cru au taux moyen de 7,6%. C'est également le moment où nous sommes ancrés dans une crise et dans la récession par la suite. Naturellement, beaucoup de gens ne savent pas ce qui s'est passé et on essaie de rappeler ça dans ce livre. On essaie de dire ceci: l'endettement du Cameroun a été multiplié par 9 entre 1973 et 1983. Ça veut dire que en 1982, 1980, les patates étaient presque cuites. Tous les indicateurs montraient déjà que le Cameroun était en crise. Les ratios de solvabilité, les ratios de liquidité étaient pleinement passés au rouge. Et l'ensemble des projets, pour à peu près 1000 milliards de francs, qui avaient été montés, que ce soit Sodeblé, Camsuco, Sosucam, Sonara, Evecam, Socapalm, etc., sont rentrés dans une dynamique baissière. Ils n'ont jamais été achevés et l'endettement du Cameroun était vraiment monstre entre 73 et 83. Naturellement, on est passé de moins d'un demi-milliard de dollars à 3 milliards et demi de dollars en l'espace de 9 ans, ce qui est énorme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que lorsque survient donc l'effondrement même du chute du baril de pétrole, c'est l'hécatombe, et ça survient en 1985, et à partir de là, on entre dans un cycle de croissance négative jusqu'en 1993. Bon, on décrit tout cela, l'ajustement... Dans le livre, hein, Économie du Cameroun, alors l'économie camerounaise, tome 1, brève histoire d'une économie résiliente, et pendant ce temps, le tome 2, l'économie camerounaise, tome 2, là c'est une interrogation. C'est une interrogation. Vers l'émergence d'un dragon africain d'envergure régionale. C'est votre grande interrogation. Vous parlez du Cameroun. On parle du Cameroun. Et vous déclarez que c'est un dragon africain qui va se réveiller? Qui se présente, qui voudrait se présenter. Quand on lit le DSE, quand on lit surtout la stratégie de développement national qui vient d'être éditée, on a l'impression que ceux qui gouvernent et ceux qui planifient pensent que le Cameroun a tous les atouts pour devenir un dragon africain d'envergure régionale, comptant essentiellement sur sa position géostratégique, ses opportunités et atouts naturels, entre autres, l'hydrographie hyper abondante, les profondeurs maritimes impressionnantes et un couvert végétal et sylvicole tout simplement légendaire et plein d'autres atouts. Donc nous nous posons la question, mais là c'est une discussion métathéorique, plus économique, fondée sur des études empiriques et présentant un modèle de croissance qui pourrait être appliqué à d'autres pays. Voilà. Merci en tout cas d'être là ce matin, docteur Limo Mongori. Je rappelle que vous venez de commettre 2 livres. On parle bien sûr de l'économie camerounaise, tome 1, brève histoire d'une économie résiliente 1945-2020. On a également l'économie camerounaise, tome 2, vers l'émergence d'un dragon africain d'envergure régionale 2020-2035. En tout cas, c'est la grande interrogation. Eh bien, tous les éléments se trouvent bien sûr dans ces 2 livres qui sont sortis il y a encore quelques heures. Soleil 2050, en tout cas, il faut le dire comme ça, l'éditeur. Et le tuteur, un jeune éditeur. Un jeune éditeur. Voilà. André Kissefanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Jocelangos, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de partager encore le plateau ce matin avec Dr Edimo Mongori, brillant économiste, ce que le Cameroun recherche, pas ce qui nous
des chroniques à la con qui nous dit alors qu'ils ont enfoncé le Cameroun dans une situation un peu délicate. Vous savez de quoi je parle, parce que aujourd'hui nous avons des économistes qui nous disent que non, le Cameroun ne peut pas s'en sortir, alors qu'en réalité les indicateurs sont là pour que le Cameroun puisse être ce dragon économique d'ici 2050, régional surtout, et avec la mise en place de ce regroupement régional, la CAC et tout le reste. Donc je pense que ça peut aider le Cameroun à devenir véritablement ce géant, ce géant africain. Donc merci de partager le plateau avec le docteur Edimo. C'est les brillantes intelligences camerounaises que nous avons et que nous devons davantage célébrer. Bonjour à tous les téléspectateurs de DBS Matinal. Je voudrais dire à ceux qui faire un coucou, le ministre des Transports, le ministre de l'Eau et l'énergie, Ngale Bibé et Gaston Eloundé seront là demain pour... Demain, justement, pour quelque part, une mise à l'eau à 7h pile. Le port autonome de Douala. Donc... Le message m'a été envoyé d'ailleurs par la direction générale du port autonome de Douala, il y a quelques secondes seulement. Bien sûr, le duc d'Alpes pétrolier sera mis en service. C'est une grande réalisation, parce qu'il faut se le dire clairement, le Cameroun avance. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nous le disons? C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que le Cameroun est statique, que rien n'a plus changé, alors qu'en réalité, nous sommes dans une logique d'avancement. Et quand nous regardons cette réalisation, cette mise en service du duc d'Alpes pétrolier, vraiment c'est gigantesque et énorme. Ça, il faut s'en féliciter, parce qu'aujourd'hui le Cameroun peut accueillir des grands tankers pétroliers qui vont décharger et charger, et ça avec le concours de la direction générale du port autonome et la SCDP, la société de dépôt pétrolier du Cameroun. Donc félicitations aux deux directeurs généraux, et que les deux ministres viennent justement concrétiser cette grande réalisation, et qu'il faut mettre encore à l'encontre du président de la République du Cameroun, parce que c'est lui le grand visionnaire de ce genre de réalisation, son excellence Paul Biya. Bon, que les jaloux meurent. Bon, vous aviez quelque chose à dire sur ce que l'on vient de dire. Juste appuyer ce qu'il venait de dire. En fait, pour nous autres qui regardons les chiffres, nous savons qu'il y a une forme de massification extrêmement aboutie d'investissement d'infrastructures au Cameroun. Et pour nous, c'est ce qui donne le ton à une dynamique de croissance forte, parce qu'il y a un lien extrêmement fort et significatif entre ces actifs infrastructurels et la croissance économique. Et nous, ça peut surprendre certains, mais nous pensons, nous autres, à partir des calculs, parce qu'il y a beaucoup de travaux empiriques qui sont menés à la base, nous pensons que même avant 2045, toutes choses restant égales par ailleurs, naturellement en posant un certain nombre de conditionnalités, que la qualité de la dépense publique soit améliorée, qu'il y ait pacification du pays et quelques autres petits trucs. En fait, on est très très bien parti. En termes de dotation en infrastructure, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut être optimiste. Oui, moi je suis très optimiste. Très optimiste. Je pense qu'on peut arriver avant, pas en 2035. Pas en 2035, mais avant. Si ces conditions sont justement mises sur pied, sont mises en place. Ouais. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Dangos. Je salue le docteur Edimo Mongori. Je lui tire mon chapeau parce que j'ose croire que ces ouvrages qui viennent de commettre seront, j'allais dire, mis au programme, au programme scolaire ou universitaire camerounais. Exactement. C'est l'histoire qui est une histoire de notre pays, de notre économie, l'histoire de l'économie politique, de la politique de l'économie, tant pour moi, qui doit être enseignée à notre jeunesse, par l'histoire qui est avariée, qui est ancienne, n'est-ce pas, à notre jeunesse. Voilà, je pense que voilà une plus-value d'une intelligence. Et je le salue, et je le félicite pour cette œuvre intellectuelle. Je salue toute la chaîne de production de DBS La Matinale, n'est-ce pas, je salue le Cameroun, l'Afrique, le monde, cette Afrique-là justement qui se réveille de plus en plus, qui est conscientisée. De l'économie au social, il n'y a qu'un pas. Je voudrais aujourd'hui justement m'adresser à ces employeurs-là. Je n'ai pas envie de dire qu'ils sont malhonnêtes, mais qu'ils ne sont pas corrects du tout. Monsieur Steve Jelongo, si vous partez de votre domicile pour votre lieu de service et que vous fassiez un accident, je crois qu'il est considéré comme un accident de travail professionnel. Et que par conséquent, votre prise en charge médicale devrait être assurée par votre employeur. Totalement et entièrement. Si et seulement si vous bénéficiez d'une couverture médicale.
Mais sauf que ce n'est pas le cas dans la plupart, n'est-ce pas, des entreprises camerounaises, qu'elles soient privées, publiques ou parapubliques. Très souvent, il n'y a pas de prise en charge médicale du personnel. Si oui, elle est discriminatoire. Je prends un cas d'espèce. SICAM. Est-ce que vous pouvez imaginer que SICAM n'a pas son personnel n'a pas de couverture médicale? SICAM n'a pas d'assurance? Vous pouvez l'imaginer? Je crois que c'est un très gros scandale. Hein? Donc, j'ose croire. Et puis, vous allez constater que, à l'image de SICAM, il y a beaucoup d'employeurs qui ponctionnent les salaires de leur personnel, soi-disant, pour reverser, n'est-ce pas, les cotisations à la CNPS. Ce qui n'est pas très souvent fait. Je crois que ce n'est pas la même situation chez vous. Mais je pense que là, c'est un gros scandale. C'est une enquête que notre rédaction est en train de mener. Et je vous dis qu'il y a des choses et d'autres. Donc je crois qu'il est important que ceux qui ont la responsabilité, à mon sens, de pouvoir conduire le destin, je parle du personnel parce que c'est le personnel qui est la force du travail. Il ne faut justement pas considérer que lorsque ce personnel doit pouvoir revendiquer certain nombre d'avantages liés, qui sont d'ailleurs légaux et réglementaires, que vous puissiez penser que c'est un service, c'est une aumône que vous leur donnez. Non. Il s'agit des droits sociaux qui sont prévus par la réglementation du travail. Donc je pense que c'est une enquête que nous avons commencé et je crois que ça va nous permettre de lever des très gros liens. Dans tous les cas, je vous demande aux employés d'être sérieux. Il faut que les employeurs soient sérieux, même très très sérieux, car il faut justement les cotisations à la CNPS, il faut également la couverture médicale, il faut la couverture santé. On vous l'a dit, on espère que vous serez sérieux, sinon, eh bien, les casseroles et les cadavres sortiront des placards. Messieurs, le sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin, Afrique, près de 10 ans après la mort de Kadhafi, où en est-on avec la démocratie promise au peuple libyen? Afrique, près de 10 ans après la mort de Kadhafi, où en est-on avec la démocratie promise au peuple libyen? C'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Afrique, près de 10 ans après la mort de Kadhafi, où en est-on avec la démocratie promise au peuple libyen? C'est notre grande interrogation ce mardi matin. L'imbécile tend le cou, le lâche se rend, le sage se frappe, car tel est le seul acte de bon sens face à l'acharnement barbare. Muammar Kadhafi le savait, il ne le savait que trop bien. Mais il y a une manière plus digne, plus religieuse et plus africaine de se frapper. C'est celle-là qu'ont emprunté la plupart des martyrs africains tombés sous les balles des suppôts de l'Occident conquérant. Lumumba est revenu sur ses pas à la rencontre de la mort. Sankara est allé la chercher, abandonnant les siens en pleine réunion dans la maison du peuple. Kadhafi l'a attendu dans sa ville natale à Sirte. Idriss Déby Itno est allé la chercher en combattant. Mieux vaut mourir que d'abdiquer lorsqu'on défend une cause juste et noble, son peuple. Telle est la devise et le refrain éternel de l'hymne des martyrs africains. Ainsi, Muammar Kadhafi a tiré sa révérence sous les balles des siens après 40 ans de gratuité complète. Ainsi, les Libyens ont transformé leur beau pays en un champ de ruines, aidés à la tâche par les frappes amicales de l'OTAN. Ces bons, entre guillemets, venus délivrer les justes, entre guillemets, d'entre les mains du méchant. Les bons, entre guillemets, ceux qui n'ont su donner à leur peuple qu'une dépravation enivrante. On pourrait le dire sans risque de se tromper, se réclamer homosexuel et faire allégeance à toutes les formes d'exploitation semble être aujourd'hui la nouvelle forme de démocratie. Et le peuple libyen le comprendra à ses dépens que ces bombes à forte odeur de pétrole qui ont réduit au silence la seule voix osée d'Afrique et causé tant de morts n'ont qu'un seul et unique nom, l'intérêt. Bientôt arrive l'heure où les pauvres d'Occident, croupissant sous un endettement phénoménal, viendront sauver le riche peuple libyen. Paradoxe, n'est-ce pas? Pauvre Afrique. Une seule question revient aux lèvres. Où a-t-on vu les hommes conscients jubiler sur le sang de leurs martyrs? L'Afrique, en dépit de la colonisation et surtout de la démocratie sarkozienne, attendra longtemps de voir de nouveaux Kadhafi, capables de dire non au maître incontestable et magnifié. On le sait, nul n'est plus méchant envers le noir que son propre frère. Cela, l'Occident l'avait très vite compris. Pour un péché véniel, l'Occident trouvera toujours des chargés de la sale besogne pour l'aider à imposer son hégémonie, car tel est le rôle de ces égocentriques qui répandent le sang de l'Afrique
pour ensemencer les champs désertiques des métropoles babyloniennes. Dans la plupart des capitales africaines, la journée du jeudi 20 octobre 2011 restera jamais gravée dans les mémoires. Certains, ce jour-là, ont arrêté leur poste radio et, il faut préciser, éteint leur téléviseur pour ne pas écouter l'insulte proférée à tout un continent à travers l'annonce triomphaliste de la mort du guide libyen par les médias occidentaux. Mais n'ayons pas peur des mots. Pourquoi l'Afrique entière semble endeuillée, révoltée face à une brimade et une agression inacceptable, alors qu'on observe d'ailleurs, il faut le dire, on observait des scènes de liesse en Libye. On pourrait tout aussi se demander pourquoi les Libyens se sont aveuglés devant le bien que leur faisait le colonel. Comme qui dirait, il fallait peut-être plus, il fallait peut-être mieux. Mais quant aux bombes de l'OTAN dont les ravages indélébiles marqueront à jamais l'esprit des générations entières, elles nourrissent inéluctablement aujourd'hui des revanches dont se chargeront les lois de la nature. Reconnaissons-le, messieurs, et c'est le cas de le dire, le cas de la Libye est le plus patent. Il ressemble aujourd'hui aux égarements d'un enfant gâté. En 40 ans, mieux que quiconque, Muammar Kadhafi a pourvu aux Libyens la gratuité en tout. Logement, hôpitaux, écoles, nutrition, soins médicaux. À Benghazi, foyer de l'insurrection, il a même transformé le désert. Mais lorsque ces hommes et femmes rencontraient des journalistes étrangers, il leur disait qu'ils veulent la liberté et la démocratie. Mais de quelle liberté parle-t-on? De quelle démocratie parle-t-on? Ils préfèrent le capitalisme sauvage occidental où les plus riches tournent en esclaves les autres. Ils veulent des enfants qui assassineront leurs camarades par dizaines en plein cours. Ils veulent d'un système où les médias manipulent l'opinion publique. Ils veulent d'un système où les puits de pétrole appartiennent à une minorité. Ils veulent d'un système où la banque centrale appartient à un individu et qui frappe des papiers sans grande valeur qu'elle échange contre les obligations de l'État. Ils veulent d'un système où les membres d'une confrérie créent deux partis, où ils s'alternent au pouvoir au nom de la démocratie. Ils veulent être privés de la gratuité de leurs biens. Ils veulent que les multinationales dirigent leur pays. Ils veulent, mais ils veulent quoi? Mais personne n'est dupe, messieurs. Après l'échec du monde bipolaire, le visionnaire libyen a voulu amorcer un sentier de libération pour tout le continent noir. Un projet divin, courageux et faramineux qui lui a valu l'acharnement inexplicable et inadmissible de l'axe du bien. Tous avec le même refrain, haro sur Kadhafi. Il n'en est pas jusqu'aux Africains au visage multicolore, comme celui de Barack Hussein Obama. Ne dit-on pas souvent qu'un enfant est plus l'enfant de ses éducateurs que celui de ses géniteurs? En tout cas, le Messie africain, celui qui devait libérer la terre de ses ancêtres, a présenté la mort du guide libyen comme un trophée de guerre, alors que les indignés américains et les va-nu-pieds français scandaient leur misérable existence à qui veut les entendre. Nous comprenons qu'il ne sera jamais un Martin Luther King. Quant à Kadhafi lui-même, on met à son actif le fait qu'il soit dictateur, avec des milliards en banque. Franchement, où a-t-on vu un chef d'État pauvre en Occident? J'ai bien besoin que vous répondiez à cette question, messieurs. Et au moment où les scandales éclatent les uns après les autres, nous savons que Silvio Berlusconi, Dimitri Medvedev, Nicolas Sarkozy et les autres auraient été africains qu'ils seraient passés à l'autodafé pour délit de corruption et de dictature. Le peuple français a-t-il condamné un seul de ses dirigeants pour les mêmes raisons au moment où celles-ci sont légion au sein de sa politique vis-à-vis du continent noir? Le financement de la campagne présidentielle en France par des présidents africains est-il légal? Un Africain a-t-il le droit de détourner l'argent des contribuables français et vivre en toute quiétude et dans l'impunité totale sous prétexte que c'est de l'argent volé à l'étranger? Il se peut que la dictature de Kadhafi soit liée à sa trop grande longévité au pouvoir. Mais pourquoi Obama et Sarkozy ne cassaient-ils pas toujours les monarchies du Golfe? Mais peut-on vraiment importer une démocratie? Beaucoup pensent que la démocratie est l'expression de la maturité d'un peuple souverain dont la vision et l'ultime dessein convergent vers la réalisation d'un idéal collectif. En ces termes, elle ne serait donc pas une passerelle qu'emprunteraient toutes les orgies dans le but d'imposer à la décence et aux bonnes mœurs les égarements d'une civilisation mondialiste et surtout syncrétiste. Ainsi, il faut que la jeunesse le sache,
De Gaulle à Sarkozy, en passant par Hollande et sans oublier Macron, la démocratisation avec ses corollaires que constitue la bonne gouvernance et les droits de l'homme, pour ainsi dire, a toujours constitué un alibi de déstabilisation jeté comme un mauvais sort sur le peuple noir dans l'ultime but de le spolier, tout en se gavant d'un enrichissement météorique qui garantit le bien-être de leur peuple. Si la démocratie était un cours d'histoire ou de physique, le peuple le plus idiot l'aurait déjà récité à gorge déployée comme un chant d'oiseau. Mais nous comprenons qu'elle a ses préalables. Elle implique fatalement la souveraineté du peuple, puisqu'étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, comme le déclarait Abraham Lincoln. Mais est-ce que c'est ça que nous voyons aujourd'hui, surtout en 2021? Autant le dire, une démocratie qui voyage en porte-avions n'apportera jamais le bien-être, mais la tristesse, la souffrance et la pauvreté, car elle ne sera rien d'autre que la fondation d'une mondialisation dont le dessein est de déposséder les peuples faibles de leur richesse au profit des lobbies mafieux. Retenons-le, l'esclave ne sollicite pas de son maître les moyens pour s'affranchir. C'est la pire des erreurs qu'ont commises les Ivoiriens et les Libyens, pour ne citer que cela. Voilà pourquoi, messieurs, mesdames, ce matin nous nous interrogeons. Afrique, près de 10 ans après la mort de Kadhafi, où en est-on avec la démocratie promise au peuple libyen? Démocratie, y en a-t-il, Albert Anatola, ici, 10 ans après, du côté de la Libye? Cette démocratie qu'ils voulaient tant, cette liberté qu'ils avaient tant besoin. Peut-on dire aujourd'hui que la Libye est démocratique, que la Libye est libre, que la Libye est prospère? J'imagine également qu'à la suite justement de votre questionnement, on a découvert les armes de destruction massive en Irak. Puis c'était également ça le prétexte. Oui, justement. Si on n'a donc pas découvert n'est-ce pas, si on n'a pas trouvé n'est-ce pas, les armes de destruction massive. Les destructions massives en Irak, ça veut donc dire que ce qui s'est passé en Libye, il s'agit d'un génocide qui s'est passé. Malheureusement, on est à la barre avec la complicité des Africains. Et je voulais d'abord citer le contexte de cette affaire, de cette barbarie, parce qu'il faut le dire, c'est une barbarie. Nous sommes en 2011, M. Sarkozy et son ami Obama, avec la bannière de l'OTAN et de l'ONU, décident d'exporter, de démocratiser, n'est-ce pas, certains pays africains qui sont dirigés par des dictatures, par des dictateurs. Et dans la ligne de mire, justement, de cette croisade, eh bien, nous avons le Cameroun, nous avons la Libye, nous avons l'Égypte, la Tunisie, entre autres. Eh bien, c'est dans ce contexte justement qu'on commence par la Libye, qui est présentée selon les autres comme étant une dictature, parce que c'est le peuple libyen qui demande à être délivré d'un dictateur. Oui. Ce peuple libyen qui avait tout gratuitement. Je dis bien gratuitement. C'est dans ce contexte donc que M. Sarkozy, sous la bannière de l'ONU, de l'OTAN, et bien évidemment de l'Union africaine, avec certains pays très colorés, décide donc de faire la peau à M. Muammar Kadhafi. Ça, c'est le prétexte et le contexte. Mais sauf que ce qui n'est pas dit en filigrane et qui ne sera jamais dit, c'est que Muammar Kadhafi était porteur du rêve africain. Il y en a qui n'ont pas du rêve américain. Monsieur Kadhafi était porteur du rêve africain, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Oui. Et il a posé les actes qui nous permettaient de comprendre que nous étions déjà orientés vers une souveraineté et une autonomie africaine en tout point de vue. À travers la mise en place d'un satellite africain, typiquement américain, africain autant pour moi. Astrom 4 est monté, il faut le préciser. Oui, pour ne plus dépendre de leur satellite. À travers la mise en place d'un fonds monétaire africain, entre autres. Et je pense qu'il a soutenu l'économie. Il a
engager les chantiers, n'est-ce pas, d'infrastructures dans divers États africains, justement pour permettre à d'autres pays d'aller d'être au même niveau. Et payer même les dettes de certains, parce qu'il faut quand même le dire, la Libye était le seul pays en Afrique qui n'allait pas au guichet du FMI ou bien de la Banque mondiale. Bien au contraire. Et ça leur posait un problème. Donc il fallait absolument casser tout cela. Et c'était donc ça, en fait, le projet de M. Sarkozy. Eh bien, quand j'ai donc mis le contexte et le prétexte, aujourd'hui, 10 ans après, c'est quoi le bilan? Vous l'avez dit vous-même, la Libye, c'est un champ de ruines où on pratique à ciel ouvert l'esclavage d'États modernes, c'est-à-dire le trafic d'organes humains et des êtres humains. C'est ça la démocratie portée par M. Sarkozy et ses amis de l'OTAN. Et je pense qu'avant de mourir, dans le cas, n'est-ce pas, je crois, du forum de Dakar, le regretté Idriss Déby a justement posé cette question. Que, ok, faisons le bilan de l'intervention de l'OTAN en Libye. Aujourd'hui, vous avez donc deux camps qui s'affrontent en Libye. Après, justement, manifestement là-bas, le service après-vente n'a pas très bien fonctionné. D'ailleurs, le machine l'a indiqué fortement. Et puis, les chantiers les contrats de reconstruction n'ont pas pu être établis parce qu'aujourd'hui, avec le bordel qu'ils ont foutu là-bas, c'est pas possible. Donc, voilà donc cette Libye-là qu'ils voulaient pour démocratiser, pour donner la liberté aux Libyens. Je m'imagine donc qu'actuellement, les Libyens sont désormais donc très libres, puisqu'ils vivaient dans la dictature, certainement ils étaient affamés, ils n'allaient pas à l'école, ils ne pouvaient pas se marier. Donc maintenant ils étaient sous la dictature, c'est ce qu'on leur a dit. Maintenant donc ils ont dans la liberté. Donc moi je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est l'Africain le problème. Le locoderne ne peut pas venir chez vous résoudre vos problèmes. Déjà chez eux, est-ce qu'ils arrivent à résoudre les problèmes de chez eux? Je prends le cas de la France, qui a besoin, soit dit en passant, où est passée la fortune de Kadhafi? Ce n'est pas de la fortune personnelle. L'or de l'État libyen, les réserves d'or de l'État libyen, ça a été restitué? Pas du tout. Bien au contraire, ces fonds ont été détournés. Et je pense que si les Libyens ont au moins encore une petite conscience, eh bien, qui réclament justement à la France, à M. Sarkozy, c'est-à-dire la France, qui a porté cette barbarie, d'abord de retourner les avoirs libyens. Donc ça c'est important, c'est fondamental. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la Libye, l'organisation vient de nous présenter deux images. La Libye avant, n'est-ce pas, la croisade démocratique. Oui. Maintenant, la Libye après cette croisade démocratique, on voit bien la différence. Donc il ne faut pas se leurrer. Et je crois qu'il est important et fondamental de comprendre une chose. Leur modèle de démocratie, leurs valeurs qui veulent universelles, ça n'a rien à voir avec nos valeurs, avec nos cultures, avec notre environnement, surtout avec nos réalités. Je pense donc qu'il faut absolument une démocratie à la sauce africaine qui s'adapte avec le contexte africain. Devant-on l'appeler justement démocratie? J'y arrive. Oui. Non, puisque moi je parle de la démocratie africaine, c'est-à-dire nous avions l'herbe à palable. Oui. Ils ont la prétention de dire et de déclarer que c'est eux qui nous ont appelé la démocratie. Et qu'il y a même un qui a osé dire que la démocratie pour les Africains c'est un luxe. Jacques Chirac. Alors, j'ai trouvé cela très prétentieux. C'est vrai que j'étais encore tout petit à l'époque, mais j'ai trouvé cela très prétentieux. Aujourd'hui, ils portent des valeurs comme l'homosexualité. Lorsqu'ils parlent du respect des droits de l'homme, est-ce qu'ils les respectent? Lorsqu'ils parlent de la corruption, ils ne vivent que de la corruption. La preuve, c'est qu'ils vivent des rapines, de la prédation chez nous. Est-ce qu'ils sont très bien placés pour nous parler de la gouvernance, pour nous parler des valeurs, pour nous parler des modèles? Mais nous avons les modèles. Nos modèles, ils les ont assassinés. Nos valeurs, ils les assassinent avec la perversion. C'est ça qu'il s'agit. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne les choses. On ne peut rien prendre de bon chez ces gens. Et la raison pour laquelle, et comme vous le savez, nous sommes en guerre, il faut utiliser les armes qui sont justement, qui peuvent vous permettre justement de pouvoir mener une guerre et la gagner. Et ces armes, c'est d'abord la conscientisation que nous faisons tous les jours dans le cadre de ces tribunes. Et surtout, de rendre désormais coup pour coup. De rendre désormais coup pour coup. Docteur Darès Goudjou, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, mon cher Ngos.
Bonjour au docteur Edimon, mon ami Christian et mon ami Anatole ici. Merci. Vous nous trouvez justement en plein cœur du sujet, d'ailleurs un sujet qui vous intéresse. Afrique, près de 10 ans après la mort de Kadhafi, où en est-on avec la démocratie promise au peuple libyen? Est-ce que le cas libyen ne devait pas faire cas d'école pour faire comprendre aux Africains qu'ils ne doivent pas retomber dans la même erreur? Justement, mon cher gosse, ça devrait faire cas d'école. D'autant plus que notre ami Anatole a bien fait rouler le chapelet de ce qui existait avant Kadhafi. Et que ce soit en Libye, que ce soit hors de la Libye. Très peu de capitales africaines. Vous pouvez aller sans vous rendre compte des œuvres de Kadhafi. Par exemple, ici au Tchad, l'un des plus grands hôtels, sinon le meilleur, Kempinski, c'est un financement de Kadhafi. Que ce soit au Sénégal, il y a pratiquement les cités Kadhafi à Dakar. Que ce soit au Mali, Kadhafi a investi partout, puisqu'il pensait africain. Ça, c'est dans... Et justement, il a bien fait allusion tout à l'heure aux réserves d'or de la Libye, puisqu'il y avait deux réserves d'or. Il y avait une réserve d'or nationale libyenne, mais il avait aussi fait une réserve par laquelle il devait soutenir la monnaie africaine. Oui. Maintenant, pour le reste, vraiment, le côté social, on peut pas faire un bilan. Des gens, l'électricité c'était gratuit, de l'eau était gratuit, le gaz était gratuit. Vous vous mariez, on vous donne une prime de mariage. Si on vous affecte à l'intérieur du pays, vous ne payez pratiquement rien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un réel bilan, si ce n'est que le bilan négatif et surtout lié à beaucoup de manipulations des forces occidentales? Parce qu'il faut toujours bien le dire, pour le souligner, l'ONU, que nous ne défendons pas ici, n'a pas donné l'autorisation aux forces de l'OTAN de détruire la Libye. Au Conseil de sécurité, il y avait une résolution qui avait été votée pour faire une no-fly zone sur Benghazi, oui. Puisque les gars de l'OTAN disaient que Kadhafi est en train d'utiliser son aviation pour aller massacrer les gens à Benghazi. Une no-fly zone, ça veut dire qu'on fait décoller les avions pour empêcher que vous n'apportez vos avions, sinon tout se passe normalement au sol. Non seulement ils ont fait une no-fly zone sur toute la Libye, mais en plus ils ont commencé à détruire au sol. Ensuite, il faut toujours bien le dire, une bonne partie de ceux qui manifestaient, ce n'étaient pas les Libyens. On a construit... On n'a pas également oublié qu'on a fait un gros film qu'on a balancé justement sur les médias français pour nous faire croire que justement il y avait la guerre. Exact, Steve. Donc en fait, les gars, ils ont organisé ça à Doha, au Qatar. À l'époque, Al Jazeera était la plus puissante de toutes les puissantes. Voilà. Exact. Elle a fait venir les acteurs depuis Hollywood. Ils ont monté une scène réelle, comme ça se fait à Hollywood. Ils ont monté une scène réelle de la place verte de Tripoli, où on a fait jouer les acteurs, donnant l'impression que c'était les Libyens qui étaient sortis, alors qu'en réalité, les Libyens, pour la plupart, étaient chez eux, ils ne connaissaient pas ce type de choses. Maintenant, s'il fallait faire un bilan 10 ans après, tout est clair. Nous sommes dans un pays où il y a deux parlements. C'est vrai qu'ils sont en train d'essayer de négocier, mais il y a deux parlements. Il y a deux gouvernements. Il y a deux banques centrales avec deux monnaies différentes. C'est très rare dans le monde entier. La Libye, on ne parle pas toujours, mais la Libye a deux banques centrales avec deux monnaies différentes. Et chaque banque centrale fabrique sa propre monnaie. Ça veut dire que nous sommes en train de participer à une scission du pays. C'est l'un des rares, sinon le seul pays au monde où il y a 3000 milices. En Libye, il y a 3000 milices. Parmi lesquels il y a 40 qui sont les plus puissantes et qui imposent pratiquement le tempo sur toute la Libye. Pourquoi? Parce que ces milices participent avec les forces de l'OTAN à piller le pétrole libyen, à piller les richesses libyennes. Parce qu'il faut bien le dire pour le souligner. Notre ami Anatole a fait allusion tout à l'heure à la fortune de Kadhafi. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça fait 2 ou 3 semaines, on a remarqué dans certaines villes de France qu'il y avait des billets qui viennent de la banque centrale qu'on avait cassés à Benghazi. Les billets d'euros qui avaient été commandés par le colonel Kadhafi. Ça veut dire que les gens sont vus vraiment comme des pillards. Ils rentrent chez vous, ils cassent, ils portent les sacs de billets, ils rentrent chez eux. Ils ne pas dépenser ça comme je ne sais pas quoi là. Mais ça, c'est du jamais vu de par le monde entier. Ça, c'est pratiquement du brigandage. Aujourd'hui, la plupart des Libyens sont dépassés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils vivent dans leur pays. Il a bien fait allusion tout à l'heure au trafic, au trafic d'humains. Mais c'est grave. Il faut bien comprendre le système là-bas. Vous savez, les trafics d'organes, plus c'est frais, plus c'est cher. Ça veut dire que les Africains là-bas sont comme élevés dans des fermes, comme on élève les perdrix chez nous. Donc, et surtout, pour prélever, dans la plupart des cas, on ne les tue même. Mais il faut que ça soit frais. Donc, on vous opère là vivant, on prend votre rein, on met dans une glacière, on envoie au Qatar, on envoie au Koweït chez les riches, là, c'est pas quoi, les riches arabes qui ne veulent pas mourir, là, très très vieux, etc. C'est pratiquement tout un marché. Puis, il faut bien le noter, les chiffres démontrent que le marché de trafic des organes en Libye rapporte plus que le trafic d'or. Puis en réalité, c'est le grand marché de par le monde entier. C'est-à-dire quand il y a les demandes en Asie,
On va en Libye, on prélève sur les Africains. Quand il y en a en Europe, on demande sur les Africains. Quand il y en a, on sait pas quoi, en Amérique du Nord, on prélève là-bas sur une ferme d'Africains. Ça, c'est du jamais vu de par le monde entier. Et tout cela est au vu et au su de l'OTAN. Et maintenant, ces mêmes personnes dont l'impression d'être des humanitaires qui ne veulent que du bien-être des Africains, quand même certains migrants traversent pour arriver en Europe, ce sont des mêmes, plus la Méditerranée est bondée de sous-marins de l'OTAN, que ce soit français, britanniques, italiens, c'est pas quoi, turcs, ce sont des mêmes qui tirent sur les bateaux gonflables. Et ces bateaux gonflables qui se noient, et ensuite, plus avant, il y avait des trafics qui se passaient, mais curieusement, les bateaux ne se noyaient pas. Et vous ne pouvez pas circuler là-bas si ces gars ne vous repèrent pas. Et curieusement, quand les bateaux se noient, ils viennent essayer de repêcher ceux qu'ils peuvent, ils demandent des subventions pour cela. Parce qu'il y a un grand trafic derrière cette affaire. Oui, et beaucoup d'argent même. Par exemple, la Turquie, vous savez, quand ils ont frappé, quand ils ont fait pratiquement quelque chose de similaire en Syrie, la Turquie a demandé des subventions. Il a dit, ok, si vous ne me donnez pas l'argent, moi je laisse les immigrés traverser. Ce qui fait que chaque année, l'Union européenne verse à la Turquie 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, c'est pratiquement, nous sommes à plus de 2000 milliards de francs CFA, rien que pour cela. Ça veut dire que vous voyez, il y a des intérêts qui sont bien organisés pour pouvoir diaboliser, pour pouvoir détruire ces pays africains. Et quand on rentre dans le cas de la Libye, la plupart des États qui sèment le chaos là, ce sont ces mêmes pays, que ce soit la Turquie, que ce soit la France, l'Angleterre, les États-Unis, etc., etc. Quand on regarde la Libye d'aujourd'hui, la Libye que Kadhafi a laissée, ce n'est qu'un champ de ruines. Ce n'est qu'un champ de ruines. Le pire, ce n'est pas que ce soit seulement un champ de ruines. C'est qu'en fait, ceux qui décident aujourd'hui, c'est pas des Libyens. Est-ce qu'on peut réellement dire aujourd'hui que la Libye existe réellement? Très sincèrement, ça va être difficile de le dire, puisqu'il y a un certain nombre de contingentements qu'on évoque pour parler d'une nation. Il y a une population. Une bonne partie, ce que la population libyenne ne connaissait pas, elle est hors de la Libye aujourd'hui. Une bonne partie est en Algérie, oui. D'autres sont en Égypte, etc., etc. En réalité, c'est un carrefour. C'est un carrefour de trafic d'humains, de trafic d'armes, de trafic de drogue, etc., etc. Est-ce qu'il y a une autorité centrale en Libye à laquelle on peut se fier? Il n'y en a pratiquement pas. Vous avez oublié le laboratoire des djihadistes. Exact, très bien. Où les djihadistes s'entraînent, puisqu'on sait que même ce qui est arrivé au maréchal président Idriss Déby, en réalité, ces éléments sont entraînés dans le sud de la Libye. Et beaucoup de djihadistes qui opèrent aujourd'hui pratiquement dans toute la zone sahélienne, que ce soit au Niger, au Nigeria, au Mali, au Nord Burkina, etc., etc., ce sont des gars qui sont entraînés en Libye. Une Libye qui est totalement quadrillée par les éléments de l'OTAN, c'est-à-dire les mêmes qui ont détruit le pays. Donc moi, je pense pour moi que aujourd'hui, s'il fallait parler d'un bilan, vraiment, c'est un bilan qui est funèbre. À la limite, c'est un bilan funèbre. On ne peut pratiquement plus parler de Libye aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Libye est totalement pillée. La Libye est dans un chaos béant. Mais le pire, c'est que l'avenir est plutôt assombri. Puisqu'en fait, ce sont des mêmes causes qui vont causer les mêmes effets. En d'autres termes, les gars qui sont acteurs du malheur de la Libye, ce sont les mêmes qui veulent aujourd'hui se présenter comme les pompiers qui peuvent éteindre le feu qu'ils ont créé. Et sachant la manière et le caractère avare de ce type de personnes, je doute beaucoup que nous puissions avoir une solution pacifique dans la Libye dans un avenir proche. Docteur, pour les Kadhafi, eux qui voulaient tant la liberté et la démocratie, peut-on aujourd'hui déclarer haut et fort que justement c'est ce que les Africains attendent justement de l'Occident, la liberté, la démocratie? En fait, la liberté et la démocratie est-elle devenue aujourd'hui un champ de ruines? Ben écoutez, ils ne le savaient pas, beaucoup ne savaient pas que le pays qu'on appelle Libye, oui, était un véritable paradis de la croissance inclusive. Un paradis en ce sens que vous naissez, vous n'avez pas à payer des frais d'hospitalisation, des frais de... Vous ne payez pas la scolarité, pas d'électricité, pas d'eau. Ça n'existe nulle part. C'est difficile pour eux, peut-être pour les gens de l'Occident, de s'imaginer qu'en fait l'Occident n'a jamais produit de modèle. Fouillez parmi ces chefs d'État, en Allemagne, en France, un peu partout, vous n'en trouverez pas. Et nous ne sommes pas souvent conscients du fait que nous produisons des modèles. En fait, et c'est ça le problème de l'Occident. Lorsque vous commencez à inventer un modèle, parce qu'en fait, Kadhafi a fini sa mission en Libye. Il était dans une autre trajectoire maintenant, mais poser la base de la transformation économique de l'Afrique. Et pour poser cette base, on a besoin justement de 3 éléments. Une base
base scientifique, une base technologique et une base militaire. Et quand vous regardez tout ce qu'il faisait, ça allait dans ce sens. Créer une base scientifique à travers les satellites autonomes, une base financière à travers une banque centrale africaine, un fonds monétaire africain et une base militaire à travers une armée africaine. Ça, c'est ce que poursuivait le général, le monsieur Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi. Donc, moi, je dis ceci, ils ne savaient pas. Les Libyens Ne savaient pas. Et les Africains qui nous suivent doivent surtout retenir une leçon. Une grande leçon. C'est que pour mettre un pays à plat, il n'y a qu'un outil, c'est la guerre. On peut se servir de tout alibi possible. Vous avez parlé de la démocratie, parfois c'est la protection des minorités, parfois c'est la protection de l'environnement, parce qu'il y a plein de ONG qui sont là pour semer ces Amnesty International, Human Rights Watch et tous les autres. Eux tous, ils ont des alibis, ils sont bien fortement financés par les grandes familles dont nous ne voulons pas citer les noms aujourd'hui. Mais c'est ces familles qui organisent tout. Nous, Africains, nous devons réaliser que il n'y a pas eu une guerre importante en Europe ni aux États-Unis depuis 1945. Pourquoi? On ne se pose jamais la question. Oui. Justement parce que dans les officines géopolitiques de ces pays, on sait très bien, on a fait le bilan de ce que fait une guerre. Une guerre détruit le capital. Et détruit le capital sous toutes ses quatre formes. Une guerre a un effet d'éviction terrible sur les flux d'investissement direct étrangers et provoque des évasions fiscales, des évasions, des fuites de capitaux terribles. Ça, c'est les effets sur le capital financier. Le capital physique, on ne peut pas parler de ça. Ça casse les infrastructures, ça casse les écoles, ça casse les systèmes de télévision, de télécommunication. Le capital humain, c'est le déplacement des populations, c'est les morts, c'est des personnes qualifiées qui meurent, c'est les enseignants qui se déplacent et qui sont tués, les médecins, etc., etc. Et surtout, le capital social, qui est fondé, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui en Libye, qui est fondé sur la cohésion sociale. Oui. Lorsque les liens intercommunautaires ne peuvent plus fonctionner, alors qu'ils ont été formatés pendant des siècles, aujourd'hui nous avons une Libye de l'Est, sous Haftar, et quelqu'un d'autre de l'autre côté. Oui. Mais en fait, au départ, il n'y avait pas ces problèmes. Donc la cohésion nationale, elle est foutue par terre. Retenons aussi que chaque fois qu'un chef non occidental réussit son projet, le même jour commencent ses malheurs. Kadhafi a réussi son projet, et ses malheurs ont commencé. Babo a réussi son projet en son époque et ses malheurs étaient aussitôt annoncés. Ici au Cameroun, Biya a réussi son projet. Oui. Il a massifié les infrastructures de manière très aboutie. 12 000 milliards de francs, c'est beaucoup pour un pays comme celui-ci, qui ne sont pas venus de l'Occident, qui sont venus essentiellement de la Chine. Et ça lui a valu ce qu'on connaît aujourd'hui avec les Boko Haram et les crises anglophones et tout le reste. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Souvent nous ne sommes pas informés, les populations sont naïves, elles sont manipulées, elles ne savent pas ce que veut dire la guerre. Les Européens ne feront jamais plus la guerre, parce qu'ils savent que la guerre les a foutus dans une situation inoubliable. Il a fallu que, parce que c'est des cousins, parce que c'est des amis, les Américaines débloquent une somme de l'époque qui était de 13 milliards de dollars de l'époque, qui correspond à ce qu'on appelle le plan, l'aide sous le plan Marshall, qui a aidé à reconstruire toute l'Europe et à relancer la croissance pendant
3 décennies, ce qu'on appelle vulgairement les 30 glorieuses, soit les 30 années de la gloire de la croissance économique. Voilà, moi je dis ceci, faisons attention, que nos peuples fassent surtout attention, qu'ils pensent que tous les pays du monde ont des problèmes. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau, il y a des gens qui s'arrangent pour que, et c'est ce qui se passe aux États-Unis, on s'arrange pour qu'il y ait 2 partis. C'est un arrangement. Aux États-Unis, c'est un arrangement. C'est ceux qui sont là, qui gèrent la Federal Reserve. Ce sont certaines familles qui ont posé ce modèle. Soit l'un, soit l'autre. Mais nous le contrôlons, eux tous. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est-à-dire que même dans nos pays, les oppositions et ceux qui gouvernent devraient s'entendre sur un minimum de choses, à savoir que l'intégrité nationale ne doit jamais être menacée, que les guerres doivent être proscrites, parce que la guerre ne nous profitera jamais. Au moins, si on avait même des industries de munitions ou d'armement. Mais quand vous créez la guerre, vous enrichissez encore les autres. Il n'y a qu'un pays en Afrique aujourd'hui qui peut commencer la guerre de manière, entre guillemets, profitable. C'est l'Afrique du Sud. C'est elle seule qui produit des armes d'une certaine portée, des munitions. Tous les autres n'en sont pas encore là. Donc, elle, si elle fait de la guerre, elle ne va pas s'appauvrir rapidement. Mais tous les autres pays, ils vont seulement s'appauvrir et s'effondrer. Et leur capital, comme je dis, social est en l'air. Le capital physique est détruit dans les infrastructures, les équipements et tout ce qu'il y a comme technologie. Le capital humain, il est foutu, déplacement de population et tout le reste. Et surtout, eux qui n'étaient que moins de 2 millions. Hein. Et surtout, le capital financier, il est à plat. Et pour finir, je vais vous rappeler quelques 2-3 statistiques. Il a été, des études empiriques ont montré qu'après une guerre, toute guerre de plus de 7 ans, réduit le revenu par tête d'au moins 15%. D'au moins 15%. 15%. Oui. En 1994, après le génocide rwandais, on est arrivé à 27%. Pour ce qui est de la guerre de l'Éthiopie, la longue guerre de l'Éthiopie, elle a réduit le revenu par tête par 27%. Et la longue guerre également de 67 à 77 du Soudan de 26%. Donc ces études empiriques sont là. Les Européens savent et les Occidentaux savent ce que va faire une guerre dans un pays. Merci beaucoup, docteur Edimo, pour cette première prise de parole. André Kissel-Fangan, on ne va pas également oublier que sous Muammar Kadhafi, il faut préciser par ailleurs à nos téléspectateurs, la Libye était l'un des pays les plus riches au monde. Le produit par habitant était le plus élevé. Il faut qu'on le dise haut et fort, le plus élevé au monde. Et il faut préciser par ailleurs que ce pays était tellement riche. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, 10 ans après. Mais c'est pour ça que les voleurs sont venus voler. Ah oui. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à faire. C'est quand tu es riche qu'on vient te voler. Et tant pis pour nos faux riches qui se vantent là en criant. Parce que quand ils créent de mauvaises conditions, on va les piller. On va les voler. Aujourd'hui, l'Occident est pauvre. Absolument. Extrêmement pauvre. Donc, il faut absolument trouver des moyens pour vivre. Et ces moyens se trouvent où? En Afrique. Parce que, quand vous dites que la Libye était tellement riche sur Muammar Kadhafi, ben, c'est exact. C'est tellement exact. Et nous pouvons le constater. Personne ne pouvait quitter le Cameroun, le Tchad, les autres pays là pour aller en Europe. Quand il est arrivé en Libye, il calait. Pourquoi? Parce qu'il trouvait du travail. Il trouvait de quoi vivre. En fait, c'était l'Eldorado africain. D'ailleurs, même les Italiens eux-mêmes quittaient l'Italie pour venir vivre en Libye. La plupart des Français et tout le reste venaient vivre en Libye. La preuve en est, Nicolas Sarkozy a trouvé l'argent pour faire la campagne. Vous comprenez que c'est un pauvre type. Donc il fallait qu'il vienne en Libye pour qu'il trouve un peu d'argent. Vous voyez un peu? Donc voilà la situation aujourd'hui. C'est démocratiseur universel. C'est-à-dire, d'ailleurs c'est vous qui appelez ça démocratie. La démocratie. Je dis bien la démocratie européenne. C'est-à-dire, là, il y a un démon. Et ce démon est accompagné de quoi? De la guerre et de la destruction. Parce que quand
il y a destruction. Et c'est cette démocratie qui est implémentée par des satanistes comme Obama, des satanistes comme Nicolas Sarkozy, pour venir détruire un pays qui était comme le réservoir de notre continent. Parce que la plupart des migrants et de tout le reste et de ceux qui cherchaient fortune ailleurs trouvaient une place reconfortable en Libye. Mais maintenant, quand ils ont détruit cela, bon, qui nous montre alors la démocratie? Nicolas Sarkozy nous avait dit, la Libye souffre de dictature. On va imposer la démocratie à ce pays. Donc la démocratie s'impose maintenant par les balles. Ce n'est pas eux qui nous ont dit que la démocratie, c'est aller dans les urnes. Bon, est-ce qu'ils ont alors organisé une élection? Jusqu'à présent, ils ont organisé une seule élection en Libye. Parce que, pour parler de démocratie, il faut qu'il y ait élection. Et l'un des principaux principes de la démocratie, c'est la liberté. N'est-ce pas? La liberté d'expression, la liberté. Est-ce que les Libyens sont libres aujourd'hui? Vous avez vu des petits gringalets qu'on a envoyés pour dire que c'est des rebelles ou bien c'est des djihadistes qu'on a envoyés détruire le Tchad? C'est simplement des prisonniers qu'on a libérés. Parce que vous allez retrouver qu'il y a des champs de poulaillers humains. Dans des poulaillers humains là-bas, des prisons en un plus fini. Qu'on a pris des gens qu'on a pris en otage pour ceux qu'on vend. On vend les organes et tout le reste, ce qu'on transforme en homosexuels obligés, obligatoires, parce que c'est là où la plupart des rituels démoniaques et sataniques de ces Européens-là, ils viennent le faire là-bas, ou bien on envoie une cargaison chez eux. Parce qu'il faut se le dire clairement. Ou bien on fabrique de ceux qui nous sont un peu délinquants, là, un peu voyous, comme vous avez vu ceux qui sont arrivés au Tchad là, avec des cheveux ébouriffés, qui ont fait des 6 mois, 1 an, 2 ans sans se raser. Donc quand vous voyez ce genre de personnes, vous comprenez qu'en réalité, la Libye aujourd'hui est devenue qu'un champ de ruines. Nous sommes en deuil. L'Afrique a perdu un homme et l'Afrique a perdu un pays qu'on appelle la Libye. À tout ça, à cause de qui? À cause de Nicolas Sarkozy et M. Obama. Parce que leurs intérêts étaient au devant de la scène. Parce que Nicolas Sarkozy, quand il vient détruire la Libye, ce n'est pas parce qu'il détestait trop les Libyens, non. C'est parce qu'il voulait effacer les traces de ce que la Libye a fait pour la France. Parce que la France était extrêmement pauvre, était dans des difficultés économiques. Il fallait trouver des ressources pour que la France puisse vivre, pour que Nicolas Sarkozy puisse essayer au moins de présenter un bilan aux Français. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'avaient plus de moyens, ils n'avaient plus d'argent. Ils ont volé la banque centrale de Libye parce qu'il y avait de l'argent en dehors des réserves d'or. Il y avait de l'argent en espèces. Parce que quand tous ceux qui ont visité Kadhafi, que ce soit les chefs d'État, que ce soit, ne retournaient jamais sans au moins des sacs d'argent. Donc il y avait cet argent en espèces qu'ils ont d'abord répertorié grâce à leur service secret qui était déjà installé en Libye depuis longtemps. Parce que c'est le travail qu'ils ont d'abord fait avant que le guide libyen ne fût pour aller chez lui. Ils avaient déjà pénétré certains espaces où ils avaient déjà récupéré ce qu'il fallait récupérer avant maintenant de lâcher les bombes. Donc, aujourd'hui, quand vous parlez de richesse, nous sommes le continent le plus riche au monde. Nous sommes le continent le plus riche. Nous avons des hommes les plus riches. Nous sommes les plus riches. Mais au travers de la campagne de démocratisation de notre continent, ou bien, ils appellent ça, ils ont un projet de dire la bonne gouvernance. Mais écoutez, vous parlez de bonne gouvernance à un pays comme la Libye. Est-ce que la France est bien gouvernée? Quand vous avez des présidents comme Hollande qui vont en scooter, ou bien François Fillon qui vole les vestes, parce que j'appelle ça vol. Et on a retrouvé, vous savez que c'est l'un des éléments qui a contribué à sa déchéance pour qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Fillon, l'ancien Premier ministre. Donc vous voyez que quand vous regardez toute la classe politique française, elle ne vit que de vol, de braquage, de corruption. Elle ne vit que de ça, de mensonges. Donc ce n'est pas des modèles. Vous parlez des gens qui n'ont pas de famille. Nicolas Sarkozy a une famille. C'est un homme normalement constitué. Pour venir parler à un Paul Biya qui a une famille bien régulière. Macron a une famille. Mais vous voyez, voilà des gens qui viennent nous donner des leçons. Vous voyez un peu pour nous dire la démocratie, la démocratie, la démocratie, la démocratie. Il faut d'abord parler. Il faut d'abord qu'ils aient une famille. Hollande a une famille.
Ces gens des démocratiseurs universels, parce que tout commence par là. Je pense que l'un des éléments premiers d'un leader, c'est d'abord de présenter, de dire que j'ai une famille, voilà ma famille, voilà comment je gère la famille, n'est-ce pas? Je gère ma famille et voilà comment je peux gérer votre pays ou bien votre ville, votre cité. Mais ces gens courent, ils n'ont même pas de famille, ils n'ont pas pu constituer une famille. Vous savez, c'est la première. On a vu Nicolas Sarkozy, sa femme l'a abandonné en plein... Voilà des gens qui viennent nous dire que non, on va vous démocratiser. Vous ne connaissez pas la démocratie, vous n'êtes pas assez ancré dans l'histoire. Quelqu'un qui ne peut pas garder une femme vient parler fort à un chef d'État comme Paul Biya, qui est un homme constitué, bien constitué, qui est marié avec des enfants bien constitués, qui a une famille et qui gère un pays depuis au moins. Mais c'est des Paul Biya qu'on devait prendre comme des modèles. Bien sûr. Ce n'est pas des gens comme des Nicolas Sarkozy, les Barack Obama. C'est pas eux. Donc aujourd'hui, quand on parle de la Libye, c'est justement parce qu'on a des grandes figures dans notre continent. On produit des hommes assez intelligents, politiquement, économiquement et tout le reste. Et c'est ça qui énerve l'Occident et que nous avons des ressources comme à un seul instant. Vous avez suivi le discours du maréchal. Et c'est ça qui l'un des discours qui scelle sa mort. Il dit, mais c'est le service après-vente qui n'a pas marché en Libye. Parce que vous avez envoyé les bombes, oui, l'OTAN, vous avez fait. Ok. Maintenant, le service après-vente n'a pas marché. C'est-à-dire, vous avez dit, vous nous apportez la démocratie, n'est-ce pas? Vous avez bombardé, vous avez chassé, vous avez tué, vous avez. Maintenant, alors, montrez-nous alors la démocratie là. Haftar, qui s'arrache. Où est la démocratie? C'est la grande interrogation. Voilà le problème de nos Africains. Et nous, les Africains, on continue à prêter du flanc à ces Occidentaux-là. Et vous avez des associations qui reçoivent des financements extérieurs, qui ils paieront dans les plateaux de télévision, sur Internet et partout. Non, il faut que la démocratie, il faut que la liberté. Quelle liberté? Vous parlez de liberté? Vous parlez des droits de l'homme? Écoutez, est-ce qu'on est sérieux quand ces Occidentaux-là viennent nous parler des droits de l'homme? Alors que quand nous regardons ce qui se passe en Libye, c'est tout sauf les droits de l'homme. Quand nous regardons, vous savez que les Américains ont passé le temps à sodomiser les Irakiens. Oui, quand ils ont attrapé la plupart de ces militaires, après avoir bombardé, ils ont passé à faire des orgies démoniaques sur ces Irakiens. Et c'est les gens que vous venez de dire, c'est les démocrates, c'est les démocrates universels. Arrêtons ça, nous, chers Africains. Nous avons une démocratie que nous pouvons. S'il y a démocratie, la démocratie existe. Si on doit appeler ça démocratie, nous devons créer notre modèle, notre façon de gouverner, parce que nous avons déjà... Albert Anatole, ici, merci, tu as commencé à parler de nous, de l'arbre à palabre. Est-ce qu'on doit parler de démocratie alors que l'arbre à palabre a existé? Et c'est pour ça que les Ivoiriens, des brillants Ivoiriens ont chanté, ils disent, mais tout se passait chez nous ici sur l'arbre à palabre autour d'une tasse de thé. Et les problèmes étaient réglés. On discutait, on échangeait. Oui, docteur Edjumo, vous avez raison. Quand l'ordre social, parce que l'un des premiers fondamentaux pour qu'on ait un État, pour qu'on ait un pays, pour qu'on ait soi-disant une démocratie, il faut que l'ordre social soit régulé. Quand vous n'avez plus, l'ordre social est brisé, alors vous n'avez plus de démocratie, vous n'avez plus de pays, vous n'avez plus de situation. Et c'est l'un des premiers objectifs des Occidentaux, c'est de briser l'ordre social. Comme l'ordre social est brisé, parce que vous avez un enfant qui peut porter plainte à son père, qui peut chasser même son père de la maison, vous avez une femme qui peut chasser le mari de la maison. Vous avez ce comportement est vraiment extraordinaire en Europe et c'est ce comportement qu'on veut imposer justement aux Africains. Albert Anatole, ici où sont passées les organisations non gouvernementales pour parler justement du trafic d'organes humains en Libye, pour parler de l'esclavage des hommes en Libye, pour parler justement de toutes les exactions qui ont cours, du vol, du pillage des richesses libyennes. Où sont les organisations non gouvernementales? Les satellites des organisations sont brouillés, sont en panne. C'est en panne. Quand ça concerne la Libye. C'est en panne, puisque que ce soit en Libye, en tout cas dans les pays arabo-persiques, oui. C'est pas des choses là-bas qui violent justement le droit humain, qui violent les libertés fondamentales des individus, mais les satellites de ces ONG ne voient jamais. Du moment où il s'agit là des choses qui peuvent heurter leur modèle de pensée, leur concept de démocratie. Du moment où il s'agit là des problématiques
qui peuvent avoir un problème moral vis-à-vis des gens qui financent leurs entreprises. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas faire un rapport négatif sur celui qui vous finance. Oui. Non, ils vont invoquer la clause de conscience. La clause de conscience voudrait qu'on ferme les yeux, là il faut les ouvrir, et on regarde, il ne faut pas surtout n'est-ce pas, regarder. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes, j'ai l'habitude de le dire, en plein théâtre d'hypocrite. C'est de ça qu'il s'agit. Que nous sommes en plein théâtre d'hypocrite. Total. Donc moi je pense que, et une fois de plus, ce sont les peuples qui ont un problème. Pourquoi est-ce qu'ils n'organisent pas les guerres, les campagnes de déstabilisation sur leur territoire? Pourquoi ils vont toujours les organiser très loin des milliers de kilomètres de chez eux? Et de préférence sur le continent africain. Parce que c'est là où il y a des maillons faibles, c'est là où il y a les richesses, et ils vous inventent des concepts, l'écologie, le droit de l'enfant, le droit de l'homme, liberté et démocratie et tout ça. Ce sont les concepts bidons, il faut le dire. Ce sont des concepts bidons. Lorsque vous entrez de manière profonde dans le fonctionnement de leurs institutions, dans le comportement de leurs dirigeants, nous constatons très bien, et malheureusement d'ailleurs, qu'il y a ce qui est dit et il y a ce qui est fait. Parce qu'entre ce qui est dit, c'est-à-dire la démocratie, le respect des libertés, et de manière fondamentale le respect de ces libertés, il y a une grande césure. Lorsqu'on parle des gilets jaunes en France, comment ont-ils été traités alors que nous sommes dans un pays de liberté? Comment ont-ils été traités? Parce que ces gens justement réclamaient les meilleures conditions de vie. Mais, puisque nous sommes dans un pays démocrate, bon, on a sorti, n'est-ce pas, sur la thèse, qui a ébordé certains, qui a tué certains, parce que ça, on n'en parle pas trop. On a emprisonné d'autres. D'autres sont en prison actuellement, parce qu'ils ont osé exprimer leur liberté dans un pays qui se dit libre. Donc moi, je le pays des droits de l'homme, Albert. Liberté, fraternité, égalité. Non, c'est le pays, c'est l'un des États qui porte les concepts de respect des droits de l'homme, c'est des libertés. Nous sommes en pleine hypocrisie. Nous sommes dans le contexte actuel du Covid-19. Nous voyons comment ces libertés sont respectées du côté, n'est-ce pas, de l'Hexagone et ailleurs. Nous savons comment ces libertés sont respectées sur le continent africain à travers des campagnes de génocide, à travers les campagnes... Mais attendez, mais je pense que nous avons quand même un problème. On vous dit, là-bas, il faut protéger l'enfant, il faut protéger la femme, n'est-ce pas? Oui. En Inde des Congo, qui vont à des centaines de kilomètres de profondeur chercher... Ce sont les enfants. Le coltan, tout ça. Ce sont les femmes. Les vieilles femmes qui voient les femmes enceintes et les enfants, je veux dire, les mineurs. C'est-à-dire qui ne peuvent pas aller à l'école. Et c'est eux qui font... C'est cette catégorie de personnes qui fait fonctionner l'industrie occidentale, de la France et en particulier des États-Unis. Mais il vous parle de la protection, n'est-ce pas, des minorités, de la protection de la femme, des enfants, des d'autres enfants. Mais c'est sérieux. Là-bas encore, c'est une autre catastrophe. Okay. Parce que là-bas, c'est l'esclavage. Là-bas, je n'ai même pas envie d'en parler. Là, il s'agit là d'une mission nationale française. Ils vous diront qu'ils ne sont pas responsables de ce que des actes que pour leurs compatriotes en territoire africain, alors qu'ils ont des prix de participation dans ces entreprises. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui vont émerger là-bas, comme c'est déjà le cas dans le cas des préparatifs du fameux sommet France-Afrique en Montpellier, ça les engage. Mais nous suivons et nous sommes vigilants. Ça, c'est important. Ça aussi, c'est notre rôle de journaliste. C'est le rôle, n'est-ce pas, des leaders d'opinion que nous sommes, de suivre. Parce qu'ils ne viendront pas, justement, nous entuber. Ils ne viendront pas manipuler nos populations, nos peuples, non. Pas les concepts bidons. Parce qu'il ne fuit que de ça. Parce qu'il faut, pour que quelqu'un vienne chez vous, il faut bien falloir qu'il trouve un prétexte. Et ce prétexte, ce sont ces concepts que j'évoque. Hein? La protection de la nature, alors qu'il pille nos forêts. La protection de l'environnement, alors qu'il pollue la planète. N'est-ce pas? Le respect des droits de l'homme, alors qu'ils violent justement nos constitutions, ils viennent voler ils violent nos enfants ici, alors que leurs forces de défense, leurs armées d'occupation, leurs forces d'occupation sont en campagne sur notre territoire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils violent nos soeurs, nos enfants. C'est pas ça?
Donc moi, je pense que c'est nous le problème, une fois de plus. C'est nous le véritable problème. Donc, c'est pas le problème. Il y en a qui vont dire que les dirigeants sont montés, sont descendus. Oui, nos dirigeants ont leur part de responsabilité. La preuve, c'est que dans le cas libyen, nous avons des dirigeants africains qui ont donné le quitus. Que cela se fasse ainsi. Et il me semble qu'un certain Jean-Ping était aux affaires de l'Union africaine à l'époque des faits. C'est pas ça. Le fameux Jean-Ping. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Nous avons ce que j'appelle soit les intermédiaires, les collaborateurs des autres. Ce sont ces individus qui sont notre problème. Et je crois, pour terminer, Steve Joselin Gosco, l'exemple libyen, l'exemple ivoirien, parce qu'il y a eu des morts dans les deux cas. Des morts des citoyens qui ne demandaient qu'à vivre et qui n'ont pas demandé à ce qu'il y ait qui n'ont pas demandé cette croisade démocratique et militaire de venir créer le bordel chez eux. L'exemple tchadien, centrafricain et les autres au Mali, ça doit nous faire parler, nous faire prendre conscience et comprendre que ces gens-là, il faut les chasser. Ces gens-là, il faut justement les chasser. Dans le Goudjou, on a déclaré haut et fort que Muammar Kadhafi, c'est parce qu'il avait fait 40 ans au pouvoir qu'il fallait qu'il parte. Mais peut-on vraiment importer une démocratie? Beaucoup pensent que la démocratie est l'expression de la maturité d'un peuple souverain. Peut-on déclarer aujourd'hui que les peuples d'Afrique sont souverains après avoir vu ce qui s'est passé en 2011 en Libye? On ne peut pas affirmer, Steve, que les peuples sur le continent africain sont souverains. Quand on dit qu'un État est souverain, c'est-à-dire l'État est libre de prendre des décisions pour le bien-être de son peuple. Et un des principes de base de la souveraineté, c'est qu'on ne doit pas, les États étrangers ne doivent pas s'ingérer dans les affaires internes d'une nation. Nous avons vu que des pays occidentaux sont pratiquement ingérés dans les affaires internes de la Libye, en inventant pratiquement des prétextes. Quand nous regardons par exemple les drapeaux, actuellement, le drapeau actuel de la Libye, du roi Idriss, est-ce que les Occidentaux veulent dire que tous les Libyens avaient ces drapeaux sous leur lit depuis l'époque du roi Idriss et qu'au moment de la révolution, chacun sort son drapeau? On sent que ce sont des choses qui ont été fabriquées comme en Syrie, comme partout en Tunisie, ont été fabriquées ailleurs et ont été exportées pour soutenir cela. Et justement, tout à l'heure, que ce soit mon ami ici, que ce soit le Dr Edimo, on fait allusion à ce que les Européens implémentent. En ce qui concerne la guerre, oui, les Européens font la guerre. Ils ne font pas seulement la guerre chez eux, parce qu'ils savent les conséquences. Et ça, c'est un principe dans le livre de Sun Tzu, l'art de la guerre, de s'arranger toujours à ne faire la guerre que sur le territoire de l'ennemi. Donc c'est l'Afrique de l'ennemi finalement? Oui. En réalité, ça c'est un principe de l'art de la guerre. C'est ça que les États-Unis implémentent, appliquent tout le temps. C'est pourquoi ils s'arrangent à faire les bases hors de chez eux. C'est pourquoi ils font les bases, vous avez vu, en Allemagne, en Italie, partout en Europe, en Espagne, il y a les bases, en Lettonie, en Lituanie, partout ils sont en train de vouloir faire en Ukraine, en Corée du Sud, au Japon, partout là. Ça veut dire que si on veut faire la guerre va se passer partout sauf chez les Européens. Puisque dans les premières frappes, je prends dans le livre blanc russe, c'est ce qui est écrit, dans les premières frappes, prévues par s'il y a une frappe nucléaire par exemple, qui passe il faut avoir que, par exemple en Turquie, à Incirlik, il y a des bombes atomiques américaines nucléaires, en Allemagne il y en a, en Italie il y en a. Ça veut dire que si les Américains veulent frapper directement, ils n'ont pas besoin de décoller une bombe de chez eux. Ils décollent directement à partir de l'Allemagne, de l'Italie pour frapper en rue. Et la première réponse aux Russes, la deuxième, parce que c'est ce qu'on appelle la deuxième frappe en réponse nucléaire. La deuxième frappe, ça ne part pas aux États-Unis. Il faut d'abord neutraliser les sources d'attaque. Or, les sources d'attaque sont où? Sont en Europe. Ça fait que le théâtre des opérations, ce n'est pas les États-Unis. C'est la même chose que ce soit en Corée du Sud, que ce soit au Japon. Donc, en réalité, la deuxième réponse, la réponse russe doit d'abord neutraliser ce qui est autour de là. Et les Américains peuvent soulever le drapeau blanc, dire que vraiment, on n'a pas su ce qui s'est passé. Donc la guerre se passe chez l'ennemi. Et pratiquement, c'est ce qu'ils font sur le continent africain. Vous voyez, ça arrange à ce que tout cela, la preuve en est aujourd'hui. On a bien constaté. Le grand réservoir de djihadistes dans le monde entier, c'est en Afrique, hein, c'est en Libye. C'est plus en Syrie. Oui. En Libye. Puisque quand les Russes sont venus avec leur matériel, ils ont décimé pratiquement les djihadistes là-bas. Et ce qui fait que les forces de l'OTAN les ont portés, même les Turcs jusqu'à aujourd'hui, transportent les djihadistes pour les envoyer en Libye. Exactement. Et nous sommes en train de faire un bilan aujourd'hui là pour la Libye. Mais je suis convaincu que d'ici quelques années, peut-être 5 ans, nous allons faire un bilan de l'intervention de l'OTAN en Libye. Ça ne serait pas seulement sur la Libye, puisque l'implémentation est pratiquement partout.
il y a de cela quelques semaines, le marchal président est décédé par des éléments qui venaient de Libye. Nous connaissons ce qui s'est passé, ce qui se passe régulièrement au Soudan par les éléments qui viennent de Libye. J'ai parlé de tous les États, c'est allé, mais il y a une grande bataille qui est en train de se préparer. C'est une révolution de couleur, pardon, qui est en train d'être préparée contre l'Algérie. Parce qu'en réalité, c'est ça la grande cible. Parce que quoi, les troupes de l'OTAN sont là-bas, avec le prétexte de pouvoir sécuriser la Libye, mais en réalité, ils sont en train de guetter l'Algérie. Puis en réalité, jusqu'aujourd'hui, l'Algérie est la grande nation qui tient tête aux nations occidentales en particulier, et en général, et à la France en particulier. D'autant que l'épouse du colonel Kadhafi, la plupart de ses enfants sont aujourd'hui en Algérie, et on a tout fait pour qu'on les extradite. Ils ont dit non. Ils ont ici, là, ce sont des réfugiés ici, là, et nous avons le devoir de les protéger. Si les gens fuient la guerre, viennent chez vous, vous ne devez pas les envoyer vers les gens qui sont en train de donc, ce qui fait que aujourd'hui, là, tout est en train d'être fait pour faire tomber le régime en Algérie. Même ce que nous avons assisté, là, les révolutions que nous avons vues, les manifestations auxquelles nous avons assisté il y a cela quelques mois, en réalité, c'est pratiquement dans le sillage. C'est pourquoi, ces derniers temps, pour ceux qui ont remarqué, nous avons vu que l'Algérie est en train de s'armer extrêmement. Justement, on a fait une no-fly zone sur la Libye. L'Algérie tire la leçon sur quoi ils ont acheté les systèmes anti-missiles S-300 aux Russes. Quand les gens ils ont les S-300 ou les S-400, vous ne pouvez pas faire une no-fly zone chez eux. Directement, les anti-missiles se lèvent. Et comme la particularité de cela, c'est que c'est capable de cibler au moins 36 cibles différentes. Les cibles peuvent être marines, aériennes ou même terrestres. Ça peut localiser à des kilomètres vraiment avancés. Hein. Avant même que vous ayez décollé, ils savent déjà que la cible est en train d'approcher et un missile sort pour donner une réponse. Cela, ça repose les Européens et les Occidentaux en particulier. Je crois, il y a de cela quelques mois, ils ont acheté c'est l'un des avions les plus avancés du monde. Les Sukhoi 57. C'est l'équivalent de F-35, juste que les F-35 sont extrêmement nuls, et les Européens, ils ont extrêmement peur de cela. En réalité, c'est même pourquoi les Américains enlèvent les trucs du programme F-35, puisqu'ils ont acheté les S-400. Donc, pour dire quoi? Pour dire que oui, d'ici quelques années, je crois que nous allons faire le bilan de l'intervention. Ça ne va pas seulement s'arrêter en Libye. Il y a l'Algérie qui a une cible, il y a le Cameroun qui a une cible, il y a beaucoup de nations du sud du Sahara, il y a le Niger qui a une cible. Exactement. Voilà. Puisqu'en réalité, comme c'est un vivier, il y a un chaos contrôlé là-bas. Donc les gens sèment le chaos, ils sont en train de s'aimer les plantains là-bas, ils vont récolter ces plantains pour les exporter partout en Afrique. Donc c'est-à-dire des djihadistes. Donc moi je pense que oui, le bilan en Libye, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est funèbre, mais je crains beaucoup que dans un avenir proche, nous ayons à faire une autre émission ici sur le bilan de l'intervention, car la déflagration va se ressentir partout sur le continent africain, comme nous sommes en train de le constater déjà aujourd'hui. Docteur Edimo, jusqu'à quand les Africains vont comprendre d'une bonne fois pour toutes que leur liberté ne viendra jamais de l'Occident? Oh ben écoutez, je crois qu'ils sont en train de le comprendre petit à petit. Ils sont en train de le comprendre, ils sont en train de comprendre que le continent est le plus riche du monde, et parce qu'il est justement riche, il est pourchassé depuis des siècles. En fait, il y a tout un complot autour de l'Afrique. Souvent, on a évoqué le franc CFA, mais c'est un énième complot. Il y a beaucoup d'autres complots. Mais une chose est certaine, c'est que ce qu'on nous présente venant de l'Occident, ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce qui va sauver le monde. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde. En fait, nous vivons sous la deuxième vague de la mondialisation. Et la mondialisation est un visage totalement inhumain. Imaginez que 80% des flux d'investissement vont vers des populations les plus riches, qui représentent à peu près 20% de la population du monde. Oui. Et les plus pauvres reçoivent 1% de ce qui reste. Ça montre que, en fait, c'est pas ça. Ce qu'on nous montre, c'est pas ce qui doit être. Il faut créer une nouvelle humanité fondée sur des valeurs de partage, de solidarité, et c'est ce dont les Européens ont le plus peur. Oui. Parce que, en fait, ce sont ces valeurs que Kadhafi défendait, ce sont ces valeurs que nous défendons dans nos pays, mais ce sont ces valeurs qu'ils prêchent le jour, mais ils font autre chose la nuit. En fait, il y a une certitude, c'est que l'Occident a compris qu'elle est en train de quitter le terrain, que le monde est en train de passer d'une structuration bipolaire à une structuration
polycentrique, c'est devenu inévitable, c'est devenu clair. Il y a aujourd'hui un recentrage asiatique de l'économie mondiale, donc un basculement du centre de gravité de l'économie mondiale vers la ceinture du Pacifique. Ce n'est plus une question qui se pose. La dynamique a enclenché depuis 1991, 1992, et on le voit au niveau de l'évolution des PIB évalués en termes de parité de pouvoir d'achat. On sait aujourd'hui de manière extrêmement claire que la Chine aura presque le double du PIB américain, quel que soit ce qui sera fait, je dis bien du PIB américain en termes globaux en 2030, et que l'Amérique sera épaulée de très près par l'Inde en 2030. Ces variables ne peuvent pas changer. On sait également que sur le plan démographique, quand vous faites de mauvaises choses, Dieu existe, il vous punit. Il ne bénit plus les fruits de vos entrailles. Ces peuples sont en train de sortir du terrain. On sait aujourd'hui, d'après les statistiques oisiennes et les études des Nations Unies, que la planète aura 11 milliards d'habitants en 2100, donc dans 80 ans. Et que sur ces 4 milliards d'habitants, 4,5 seront africains. Et 4 à peu près asiatiques, et le reste du monde, 1,5 milliard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des peuples qui sont en train de quitter le terrain. En 2120, 2050, des peuples qui pourraient disparaître de manière inévitable, puisque à un moment donné, vous perdez tous les réflexes que Dieu vous a donnés. Un des réflexes naturels est la disposition à procréer, c'est les instincts particulièrement natalistes. Nous avons des dynamiques profondément natalistes, avec des indices de fécondité qui restent très alertes et qui vont le rester jusqu'en 2060-2070. Ça veut dire que la population africaine, logiquement, en 2120, devrait représenter la moitié de la population mondiale. Ça veut dire que beaucoup d'autres sont en train de quitter le terrain, pendant que d'autres vont l'occuper. Dans la mission, à mon avis, pour nous, on doit rester confiant. Il faut une nouvelle humanité. L'ancienne humanité que nous vivons aujourd'hui, celle de la tromperie, celle du vol, de la rapine, elle ne sert à rien. Il n'y a pas de raison que quelques familles gèrent une banque centrale de l'hyperpuissance américaine, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Avec les 12 banques régionales qui gèrent la Federal Reserve, ça veut dire que ce n'est pas un modèle qui fonctionne. On va où avec tout ça? On va où pendant que les autres souffrent? Merci beaucoup, docteur Edimo, pour cette analyse. Pour sortir justement de cette édition, André Christelle Fanga, en 2 minutes, on a toujours dit que le problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Quand est-ce que les Africains prendront conscience qu'on n'a plus besoin de guerre sur le continent africain? D'ailleurs, le docteur Edimo nous a bien souligné qu'une guerre sur le sol, dans un pays, eh bien, c'est tout simplement la débandade, c'est la misère. Mais je crois que les Africains ont encore un devoir, c'est de préserver l'humanité. Parce que je prends toujours mes références dans les Saintes Écritures. Quand Jésus se retrouve en difficulté, quand Hérode décide de décimer tous les enfants nés entre 0 et, je crois, 2 ans ou 3 ans dans ce pays-là, l'ange dit à Marie et Joseph de quitter le territoire, d'aller se cacher en Égypte. En Afrique. En Afrique. C'est pour ça que je prends cette illustration. Pour aller se cacher en Afrique où il y a la sécurité, il y a la protection, il y a tout ce qu'il faut. Donc, nous les Africains, nous avons la responsabilité de protéger la race humaine. De protéger l'humain. Même ces blancs-là, on doit les protéger parce qu'il y a ceux qui sont perdus dans le film que les grandes puissances ont organisé, ou bien ces démons ont organisé, parce qu'il faut se le dire. C'est pour ça que quand il faut parler des choses, il ne faut pas prononcer le mot démocratie. Démocratie. Il faut prononcer démocratie. Ce sont les démocrates. Par les démons. Voilà, donc la gestion par les démons. Donc ces gens-là, ce sont des êtres démoniaques. Et ces êtres démoniaques ne peuvent pas apporter quelque chose de vrai, de palpable, d'humain. Parce que quelqu'un qui amène les Sukhoi, comme mon frère Davaris s'y connaît bien dans l'armement, des armes lourdes, comme les bombes, les missiles et tout le reste là, pour décharger sur les êtres humains. Mais vraiment, il faut être démoniaque pour le faire. C'est quasiment incroyable que des gens peuvent se mettre à des distances et envoyer des outils de mort sur les êtres humains. Donc, nous les Africains, nous devons garder notre humanité.
Nous avons encore de l'humanité en nous. Eux, ils n'ont pas. Et je finis en disant, vous avez vu, il y a un film de Bruce Willis entre la frontière du Cameroun et le Nigeria. The Tear of the Sun. Les larmes du soleil. Il déclare une chose. Oui. Dieu a quitté l'Afrique. Mais il s'est trompé. Dieu n'a pas quitté l'Afrique. Dieu a plutôt quitté l'Occident. C'est parce que Dieu a quitté l'Occident qu'ils n'ont plus la mémoire, ils ne peuvent plus respecter l'être humain, ils ne peuvent plus respecter la famille, ils ne peuvent plus respecter même les principes de base de la socialité, de la société, qui est de dire que, mais, Dieu dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Vous êtes dans une société où les gens ne se saluent pas. Et c'est vous savez qu'en Europe, on ne se salue pas, non? Vous vous levez le matin, mais si quelqu'un même entend même les bruits chez vous, il appelle seulement la police, on vient vous arrêter. Donc, on a encore une vie sociale chez nous en Afrique et nous devons la préserver. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous détruire. Parce que nous nous sommes mariés, nous avons les enfants, nous avons une famille solide. Eux, ils ne sont plus mariés. Merci. Et ils passent leur temps à se faire entre eux, et les hommes entre eux, les femmes entre eux, les enfants entre eux. D'ailleurs, même ils vont même avec les animaux. Donc, c'est des animaux. Merci, André Kissenfanga. Monsieur, permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs ce matin, quelques-uns d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont très nombreux. Et on va se séparer. Bonjour, monsieur Ngos, bonjour au docteur Edimon. Bonjour. Monsieur Ngos et le docteur Edimon ne devraient en aucun cas oublier que le plan Marshall n'était en aucun cas de l'altruisme. C'est le plan Marshall qui a permis aux États-Unis d'Amérique d'avoir une mainmise sur la politique européenne. Une question au docteur Edimon. Pourquoi les Russes ont refusé le plan Marshall? Cette question vous est adressée, monsieur Ngos. J'ai une autre question pour monsieur Fanga. Pourquoi les francs-maçons africains acceptent que leurs frères francs-maçons occidentaux viennent faire les guerres en Afrique? C'est une très belle interrogation, monsieur Bilim Jonas, qui nous a écrit ce matin depuis Bruxelles. Salut DBS TV, à l'analyse, c'est la France et le plus précisément Nicolas Sarkozy qui ont véritablement déstabilisé la Libye avec leur affaire de démocratie qui ne cesse de nuire de jour en jour à l'Afrique. Il faut que les Africains prennent conscience que l'Occident est là pour nous détruire et piller notre richesse et non pour nous aider. C'est Adam qui nous écrit depuis Kara au Togo. Toujours des messages, messieurs. Bonjour, cher Ngos, vraiment invité, c'est charlatan. Nous tue le combat. Hérode est mort bien avant notre supposée naissance de Jésus. Franchement, épargnez-nous ce genre de personnes. Ça, c'est votre devoir, mais vous ne nous avez pas laissé votre nom pour nous dire justement à quoi vous pensez, vous. Bonjour, frère, je réagis sur ce débat. Je suis toujours d'accord avec tout le monde, avec les grandes lignes. N'oublions pas que ce sont nos frères que nous perdons. Je suis sûr que chacun de nous est sûr et certain que c'est cette maman, c'est une maman qui l'a enfanté. Ainsi, par le même canal, nous sommes sûrs et certains que la France a assassiné le vieux débit. Ce que je souhaite, nous comprenions est simple. Nous sommes, nous, au courant des complots de la France contre nous? Si oui, nous attendons quoi? Appelons nos ambassadeurs, vendons de locaux chez eux, chassons les de chez nous, fermons nos chancelleries pour au moins 50 ans. Si on a plus de relations diplomatiques, ils passeront par où pour réussir leur plan? Les paroles de ralliement du vieux débit sont le signal d'un combat qui doit s'intensifier jusqu'à la victoire. Merci. Cette personne ne nous a pas laissé son nom. Il s'appelle Magnance. C'est ce que je vois ce matin. Ghislain, c'est pas Ghislain, je m'appelle Jocelyn. Je ne cesserai de le dire. L'Afrique, ce grand continent, n'a pas malheureusement des dirigeants qu'elle mérite et qu'ils osent aussi, comme Kadhafi. C'est Victorien qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale camerounaise, ce matin. Bonjour les panélistes, organisation des terroristes Atlantique Nord, c'est ce qu'il appelle l'OTAN, est la cellule meurtrière au monde. Que le peuple africain sache que leur avenir est hypothéqué, surtout la France macronique. Et vous qui orientez vos frères, dites-leur que la Russie est le futur honorable. Conseillez nos futurs leaders de s'allier à la Russie. On dépense toujours plus dans la misère avec la France qu'avec la Russie. Merci, c'est Enal qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan ce matin. Bonjour Monsieur Ngossi à tous vos panélistes. Le 28 juin 2010, l'office de Kadhafi, Hannibal Kadhafi, avait été emprisonné par la justice suisse pour un chef d'inculpation inconnu. On l'aurait accusé de mauvais traitement sur ses domestiques. Tripoli avait repliqué en emprisonnant un homme d'affaires suisse, Max Goldi, soupçonné d'espionnage. La Suisse a négocié car le dossier devenait chaud, car Kadhafi détenait d'importantes informations sur la France qui n'en finissait pas de parler à travers leurs médias. Qu'il faut souligner par ailleurs que les riches saoudiens maltraités
maltraitent aussi leurs domestiques au vu et au su de tous, tous les Suisses, mais personne ne dit absolument rien. J'ai la faiblesse de croire que cet événement annonçait la couleur de ce qui allait venir. Rien n'est fait au hasard. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Allons-y avec quelques autres messages. Bonjour Steve et bonjour à tout le panel. N'oubliez surtout pas la destruction de la bibliothèque de Tripoli, qui est l'un des plus grands crimes qu'ils ont commis. Ces assassins intellectuels et criminels qui doivent être poursuivis pour crimes contre l'humanité. C'est Husseini Adama Maïga qui nous écrit depuis Gao, au Mali, ce matin. Bonjour Steve et à vous et à vous, votre panel bien garni. J'ai mal quand je écoute ce matin et surtout de voir l'inertie de l'Union africaine et nos dirigeants face à cette thématique. De toutes les façons, l'éveil des consciences continue, le combat est difficile, mais nous arriverons. Afrique United, je pense que c'est ce qu'il voulait écrire. Excusez-moi Steve, s'il vous plaît, je souhaiterais un thème sur le problème de Evergreen. Merci à vous, bonne journée. C'est Jean qui nous écrit depuis Douala ce matin. Toujours et des messages. Bonjour DBS, un adage africain demande à ce que nous apprenions des erreurs des autres. Après la Libye, la Côte d'Ivoire, plus précisément au Tchad, la question est de savoir maintenant ce que nous Camerounais, nous avons tiré de ce que nos frères ont subi. Dieu merci, votre chaîne de télévision Afrique, non, c'est pas ça, et d'autres chaînes dignes de nous encouragent et nous éveillent chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Je demeure toujours dans l'attente d'être intégré dans le groupe WhatsApp. Je rappelle d'ailleurs que nous sommes DBS TV et nous le resterons. Prière de garder les autres noms pour vous. Bonjour les grands frères, ça ne va pas en N'Djamena, la population manifeste. On le sait, mais la population manifeste justement contre la France, non pas contre le régime tchadien. Évitez les informations qui viennent d'ailleurs. Bonjour le panel Steve, ce sujet est vraiment très pertinent, monsieur Steve. Lors d'un discours, le maréchal Déby a dit, je cite, on demande au peuple libyen de dialoguer pour résoudre leurs problèmes. Je dis non, c'est l'OTAN qui doit aller résoudre le bordel qu'ils ont posé en Libye, car l'objectif a été atteint, celui de tuer Kadhafi. Mais le service après-vente n'a pas été assuré. Pour dire clair, les Libyens eux-mêmes ont été à l'origine de leur propre misère d'aujourd'hui. Steve, pourquoi ces Occidentaux ont toujours dit que les chefs d'État africains sont riches? Quel est le nom d'un président européen pauvre? Moi, j'en connais pas. Vous avez raison de le dire d'ailleurs. Où sont passées les réserves d'or et bien de Kadhafi? Monsieur Steve, la chancelière allemande a, elle, fait combien de temps dans les affaires? Posez-leur la question, on le sait pertinemment, je pense que c'est en juin prochain que Angela Merkel partira après combien de mandats à la tête de l'Allemagne comme chancelière allemande. Allez savoir. Docteur Edimo, merci d'avoir été là ce matin. Merci. Je rappelle que vous avez commis 2 livres, je les rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs. L'économie camerounaise, tome 1. Eh bien, le thème c'est Brève histoire d'une économie résiliente 1945-2020. Et le second tome 2, l'économie camerounaise, vers l'émergence d'un dragon africain d'envergure régionale. On parle bien sûr du Cameroun 2020-2035, en tout cas pour vous, jusqu'à preuve de contraire. L'émergence du Cameroun pourra arriver plus tôt que prévu, pas seulement en 2035. Merci d'avoir été là ce matin. Merci à vous d'Alvarez Goudjou également d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous André Kissel-Fanga de nous avoir accompagnés ce matin. C'est moi qui vous remercie et je voudrais rappeler, je crois qu'il faudra mettre une thématique par rapport à expliquer aux Africains leur relation avec Jésus-Christ. Merci à vous Albert Anatola ici d'avoir été là ce matin. Je pense que nous devons pouvoir tirer les leçons du passé parce que ces mondialistes estiment dans leur théorie que les populations n'ont pas de mémoire, n'ont pas de mémoire historique. Je pense qu'il faut absolument rappeler cela aux téléspectateurs qui nous regardent. Parce qu'il ne faut pas qu'on multiplie les mêmes erreurs. Je leur ai demandé de lire le protocole de Toronto où on déclare haut et fort que les populations africaines n'ont pas de mémoire historique et qu'il faudrait justement s'appuyer là-dessus chaque jour pour continuer à les déstabiliser. On vous met ces sujets sur la table pour que vous compreniez très bien le complot qui est ourdi contre l'Afrique. Merci à vous Albert Anatola ici d'avoir été là ce matin. Ça fait un plaisir. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain. N'oubliez surtout pas, la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Alors la démocratie devrait assurer aux plus faibles les mêmes opportunités qu'aux plus forts. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.
série. T'inquiète, je vais te la refaire. En mars, les super séries sont de retour sur les bouquets Canal+. Sur A+, faites le plein d'émotions avec la saison 2 des Coups de la vie. Sur Nollywood TV, dans les nouvelles saisons du journal de Jennifer, le salon de beauté de notre héroïne va avoir de la concurrence. Sur Canal+, c'est La Reine, saison 3. Harriet doit réussir à protéger son trône. Et dans la saison 2 de Queen Sugar, c'est le choc. Les Bordelonnes font face à plusieurs menaces. Les super séries dont tout le monde parle sont seulement sur les bouquets Canal+. Waouh, chérie, tu fais hyper bien la voix de la bande-annonce. Réabonnez-vous pour être à la page. Waouh! Grande promotion sur votre chaîne de télévision DBS. Désormais communiquée à partir de 5 000 francs CFA. Qu'attendez-vous donc pour en profiter? Contactez-nous vite au téléphone ou par WhatsApp au numéro 00237 669 844 934. DBS, c'est la vitrine dont vous avez besoin. C'est ici, au pied du mont Cameroun, à 500 mètres d'altitude de la mer, bercé par la pluie et caressé tendrement par le soleil, qu'est née l'une des plus belles légendes de thé au monde.